commencer donc cette formation qui s'intitule Lean Six Sigma. Donc il s'agit d'un premier niveau, le tout premier niveau du cycle de certification Lean Six Sigma. Donc il s'agit d'une sensibilisation et elle dure en principe une demi-heure à une heure maximum. Ça dépend du niveau de détail dans lequel on rentre. Alors donc, les objectifs de cette formation sont très simples. D'abord, en fait, cette formation doit vous expliquer ce que c'est que la notion du Six Sigma, mais comme il s'agit également le nom de l'entreprise s'intitule Lean Six Sigma, on va parler un petit peu des deux, parler du Lean et Six Sigma. Alors c'est le premier niveau, vous avez d'autres niveaux, on va les expliquer au fur et à mesure sur les slides suivants. Alors, vous devez être capable donc de lister l'ensemble des concepts et des principes de base qui sous-tendent donc les différentes méthodes d'amélioration qui sont le Lean et le Six Sigma. Donc ça veut dire que le Lean est une méthode d'amélioration, comme on l'a vu, et les Six Sigma également sont aussi considérés une deuxième méthode d'amélioration. Vous devez également être capable de décrire donc l'histoire du Lean et l'histoire du Six Sigma. Enfin, vous devez également être capable aussi de distinguer entre les deux. Le Lean et le Six Sigma sont deux concepts qui sont différents, mais qui sont très très complémentaires. Enfin, vous devez aussi lister donc, les avantages de l'utilisation du Lean et du Six Sigma. Ceux qui travaillent sur le Lean et le Six Sigma sont appelés généralement les acteurs du Six Sigma. On va voir les différents types d'acteurs qui existent et quels sont leurs rôles dans la mise en place des méthodologies du Lean et Six Sigma. Enfin, vous devez aussi être capable de reconnaître les 8 gaspillages des différents processus. Voici donc la liste des objectifs de cette formation. Cette formation comprend en fait 6 modules. Le premier module s'intitule Introduction au Lean Six Sigma. Le deuxième module s'intitule Les ceintures Lean Six Sigma. Le troisième module s'intitule Les parcours du Lean Six Sigma. Vous avez un quatrième module qui concerne les rôles des différents acteurs du Six Sigma. Le cinquième module, ce sont les 8 gaspillages. Et enfin, le dernier module concerne une méthodologie qu'on appelle le DMIC. Nous allons donc développer chacun de ces modules au fur et à mesure de l'avancement de cette formation. Le premier module, qui est une introduction au Lean Six Sigma. Alors, qu'est-ce que c'est que le Lean Six Sigma? Le Lean Six Sigma est composé de 2 modules. Un premier module qui concerne le Lean Manufacturing et un deuxième module qui concerne le Six Sigma. Alors, le Lean Manufacturing crée de la valeur pour les clients en minimisant les gaspillages. Les Six Sigma réduisent les défauts en résolvant efficacement les problèmes. Ils permettent également de réduire aussi tout ce qu'on appelle la variabilité des processus. Le fait de combiner le Lean et les Six Sigma permet d'accélérer le processus. Mais le Lean doit être mis en place en premier, car c'est le Lean qui va permettre d'accélérer les Six Sigma. Une grande erreur est le fait de commencer par les Six Sigma. Il faut d'abord commencer par le Lean, puis après le faire suivre par la méthodologie Six Sigma. Comme je l'expliquais, la méthodologie Six Sigma est une méthodologie qui est rodée. Le Lean, par contre, nécessite d'être adapté à chaque entreprise. En adoptant le Lean et les concepts du Lean, chaque entreprise va mettre en place un système qui est propre à elle, un système d'excellence opérationnelle. Donc le Lean et le Six Sigma permettent aussi la résolution des problèmes et l'amélioration des processus de façon à ce qu'ils soient beaucoup plus rapides et beaucoup plus efficaces. Alors qu'est-ce que c'est qu'un processus Lean? Un processus Lean en général, quand on met en place la méthodologie Lean et on l'applique sur un processus, ça lui permet tout simplement d'être plus rapide, plus efficace, plus économique et permet d'avoir également une qualité satisfaisante vis-à-vis des demandes des clients. Généralement, on pense qu'un processus a une certaine présentation dans nos esprits et dans la façon de réfléchir de chacun au sein de l'entreprise. Et en réalité, quand on regarde de façon beaucoup plus approfondie, on va rencontrer une surprise qui consiste à ce que chacun des processus qu'on pensait d'une certaine simplicité est en fait beaucoup plus complexe. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a à l'intérieur de chaque processus un certain nombre d'opérations qui sont généralement des opérations qui sont inutiles. Mais avec le temps, on avait jugé qu'il fallait les mettre en place et au fur et à mesure que l'entreprise avance dans le temps, les processus deviennent beaucoup plus complexes. Ça peut être par exemple des procédures qu'on va venir changer au fur et à mesure, ça peut être des éléments qu'on va mettre en place pour sécuriser donc, les procédures, etc. Mais dans la réalité, pour pouvoir rendre un processus Lean, il faut repenser le processus de façon à le rendre beaucoup plus simple.
c'est-à-dire le plus simple possible, le plus direct possible, le plus visible possible. Et c'est ça qui permettra justement d'atteindre une certaine rapidité, efficacité et justement une réduction des coûts, et par la même occasion nous permettra d'atteindre des objectifs par rapport à la qualité. Qu'est-ce que c'est que maintenant les Six Sigma? Les Six Sigma est une méthode statistique. Elle consiste à faire des analyses sur les produits qui sortent de l'entreprise. Par exemple, si je prends 1 millier d'unités et je fais une analyse sur 1 millier d'unités, je vais trouver par exemple qu'il y a une unité qui présente un défaut. D'accord? Je regarde encore à l'intérieur de cette unité qui elle-même contient des sous-unités et finalement, en faisant des analyses beaucoup plus approfondies, je vais rencontrer un élément qui constitue le vrai défaut qui va être à l'intérieur de d'autres éléments par exemple. Mais d'une façon beaucoup plus générale, quand on analyse, quand on dit que nous sommes bons au niveau du Lean, on considère que on est bon quand on trouvera un seul défaut dans 294 000 unités. Alors 294 000 unités avec un seul défaut seulement, ça signifie que nous avons ce qu'on appelle 3,4 DPMO. Qu'est-ce que c'est que le DPMO? DPMO, ça veut dire défaut par million d'opportunités. Alors vous comprenez parfaitement que si vous prenez 294 qui correspondent à un défaut, vous faites la règle de 3, pour 1 million, nous allons trouver 3,4 seulement. Ça veut dire que sur 1 million de pièces, il y a seulement 3,4 défauts. Ceci est vrai que ce soit pour les produits ou que ce soit pour les activités qu'on réalise. Par exemple, vous êtes une entreprise de logistique, vous faites des livraisons, le nombre de retards que vous allez avoir, si vous êtes classé Six Sigma, c'est que vous avez amélioré tellement vos processus jusqu'à ce que vous ayez seulement 3,4 retards sur 1 million de livraisons possibles. Là, c'est l'excellence. Comment le faire? On va y faire petit à petit. Alors, l'objectif de ce cours n'est pas de vous expliquer comment faire, mais surtout d'acquérir un certain jargon relatif à la méthodologie Lean Six Sigma. Les autres modules qui vont suivre, c'est-à-dire les autres niveaux de ceinture qu'on va voir juste après, vont nous permettre d'expliquer ce que c'est que ces DPO et comment faire pour y arriver, c'est-à-dire atteindre l'excellence. Donc, quand on parle du Lean Six Sigma, ça veut dire que nous avons cette combinaison des deux méthodologies. La méthodologie Lean a été développée dans les années 40 par Toyota, par l'un des ingénieurs qui s'appelle Taishi Ohno, et qui a été au fait le pionnier dans la mise en place de ce qu'on appelle un système de production. Ce système de production qui est propre à Toyota s'appelle le TPS. Alors aux États-Unis, on l'appelle généralement Lean. Alors Lean, ça veut dire svelte, ça veut dire dégraissé, ça veut dire agile, ça veut dire en fait qu'il ne contient pas beaucoup de gaspillage. La méthodologie Six Sigma, par contre, elle a été développée dans les années 80 chez Motorola par un ingénieur qui s'appelle Bill Smith qui travaillait chez Motorola. En 1988, elle a eu le prix de la qualité, le prix Malcolm Baldrige, qui est un prix très connu. En 1990, Michael Hari avait lancé l'Académie Six Sigma. Donc aujourd'hui, les Six Sigma sont devenus tellement rodés, tellement connus comme méthodologie, pour que justement on soit capable de mettre en place des académies. Et d'ailleurs, on va parler après des certifications. Il existe des certifications Six Sigma, mais il n'existe pas de certification Lean. Pourquoi? Parce qu'en fait, la méthodologie Lean n'est pas encore rodée et n'est pas tout à fait la même pour toutes les entreprises. Par contre, la méthodologie Six Sigma, elle est exactement la même, quelles que soient les entreprises. C'est pour cette raison que vous avez des associations comme l'ISQ, l'American Society of Quality, vous avez d'autres organismes qui ont été dédiés pour les Six Sigma, qui ont mis en place des référentiels pour les certifications Six Sigma. Alors que pour le Lean, il n'y a pas encore de référentiel. Il y a des tentatives de temps à autre par différentes associations, mais on n'est pas encore arrivé à une seule certification commune internationale. Dans le Six Sigma, il y en a à peu près 2. Ça veut dire que n'importe quelle formation doit correspondre à l'un de ces 2 référentiels au moins. D'ailleurs, cette formation correspond aux 2 référentiels en même temps, parce qu'en fait, elle est beaucoup plus riche, puisque cette formation peut durer une demi-heure. Ici, nous allons pratiquement faire 1 heure. Donc, pour résumer, nous avons 2 méthodologies que nous allons donc combiner. L'une vient de chez Toyota, l'autre vient de chez Motorola. Comme j'explique tout à l'heure, ces 2 méthodologies doivent être faites l'une après l'autre. On commence d'abord par le Lean, puis après on intègre la méthode Six Sigma. Le Lean et le Six Sigma, à certains moments, vont commencer à coexister. C'est-à-dire que la démarche Lean, c'est une démarche qui ne s'arrête jamais.
La méthode Six Sigma va vous permettre d'atteindre une certaine excellence après plusieurs années et vous allez faire donc des améliorations petit à petit, surtout pour pouvoir réduire la variabilité de vos processus. Les deux méthodes permettent en fait des gains très conséquents pour les entreprises. Alors, les certifications Six Sigma sont des certifications qui sont très cherchées par les entreprises au niveau mondial. Nous allons parler après des différents niveaux. Il y a même des salaires qui peuvent être très intéressants pour un certain nombre de certifications. C'est pour cette raison que pour les étudiants, les ingénieurs et les cadres, il est très important de se faire certifier parce que ça vous fait quand même une certaine distinction, une certaine différenciation par rapport aux autres. Donc, quelqu'un qui pense Lean, quelqu'un qui connaît la démarche Six Sigma va être beaucoup plus efficace que quelqu'un qui vient de sortir fraîchement d'une école ou qui a même une certaine expérience mais qui ne connaît pas ces bonnes pratiques. Alors, premièrement, première question, après ce qu'on vient de voir, lequel des énoncés suivants décrit le mieux Lean Six Sigma? Est-ce que Lean Six Sigma permet de fournir un moyen pour réduire les effectifs? Est-ce qu'il permet d'apprendre aux gens à faire des mathématiques? Est-ce qu'il permet de fournir des outils et des concepts pour accroître l'efficacité et l'efficience? Et est-ce qu'il permet d'aider les gens à perdre du poids, par exemple? Quelle est la bonne réponse? Je vous donne l'accès pour pouvoir répondre. Sinon, vous pouvez répondre par chat, c'est encore mieux. Alors, donc, je viens de voir 3, 3, 3. Je pense que tout le monde est bien d'accord. Merci Amra, Oumaima, Derwish, etc. Exactement. Première question, c'est exactement ça. Donc ça permet tout simplement de fournir un certain nombre d'outils et des concepts pour accroître l'efficacité et l'efficience de l'entreprise. Merci pour vos réponses. Passons maintenant à la partie suivante. Nous sommes toujours dans le même module, introduction au Lean Six Sigma. Donc, le résumé de ce qu'on vient de voir, c'est que vous êtes capable maintenant de connaître l'histoire ou de décrire l'histoire du Lean et du Six Sigma. Donc, rappelez-vous, on a parlé de Toyota, on a parlé également de Motorola. Et on s'est parfaitement distingué entre le Lean et le Six Sigma. Alors, ce module et les modules suivants, c'est-à-dire les autres ceintures, vont être basés sur une étude de cas. Alors, c'est une entreprise qui s'intitule Construction Company. Alors là, c'est une société qui travaille dans le bâtiment et les travaux publics. Alors, nous allons à chaque fois prendre des exemples de cette entreprise pour essayer de mieux comprendre ce que c'est que le Lean et le Six Sigma. Donc, c'est une entreprise qui n'existe pas. Et donc, nous allons découvrir aussi... Cette conversation va être enregistrée. Nous allons également découvrir les équipes qui travaillent dans cette entreprise. Alors, nous allons avoir affaire à plusieurs personnes au sein de cette entreprise, du manager jusqu'aux différents opérateurs, que ce soit le magasinier, la maintenance, des maçons, des chefs d'équipe, des assistantes, un consultant, les comptables, les ingénieurs architectes et même le cuisinier de l'entreprise. Nous allons voir aussi qu'on peut mettre du Lean un petit peu partout. Donc j'ai essayé de créer un petit peu cette étude de cas pour faire comprendre au fur et à mesure les concepts du Lean et du Six Sigma aux participants. Alors bien sûr cette étude va nous accompagner le long de tous les modules Six Sigma, donc de la ceinture blanche à la ceinture noire. Alors, deuxième module, les différents types de ceintures. Il existe en fait plusieurs types de ceintures Six Sigma. Alors, dans ce cours qu'on est en train de vivre ensemble, il s'agit de la ceinture blanche. Il y a en fait un parcours. Donc ce parcours commence d'abord par cette ceinture blanche qui vous donne tout simplement une initiation ou un élément d'entrée au monde de Lean Six Sigma. Donc la ceinture blanche, ou celui qui a la ceinture blanche, est quelqu'un qui est certifié et qui travaille principalement au sein des équipes locales de résolution de problèmes. Donc il est là, il connaît les principes, il va participer dans la résolution de problèmes. Mais ses connaissances sont généralement limitées. Par contre, par rapport au Six Sigma et des projets Six Sigma, il sait ce que c'est qu'un projet Six Sigma. C'est un projet qui se gère d'une façon globale, mais avec des connaissances limitées. La ceinture jaune. Les certifiés ceinture jaune, ce sont généralement des décideurs qui vont fournir des ressources qui vont soutenir la mise en place et la mise en œuvre de Six Sigma. Ça veut dire que vous pouvez avoir le dirigeant d'entreprise qui est certifié ceinture jaune. Il n'a pas besoin d'être certifié ceinture noire parce que ce n'est pas lui qui va mettre en place les projets.
Donc, mais ça ne veut pas dire que la ceinture jaune est à un niveau plus élevé que la ceinture noire. C'est juste que le niveau de connaissance qu'a une ceinture jaune Cette conversation va être enregistrée. lui permet tout simplement d'évoluer et lui permet de comprendre et de participer dans ses projets. Donc un manager a besoin d'être certifié ceinture jaune au moins pour être capable de résoudre et d'aider à la mise en place et de soutenir les équipes qui travaillent sur des projets. La ceinture verte. Donc la ceinture verte, c'est la ceinture suivante. Sur ce parcours-là, un certifié ceinture verte, c'est quelqu'un qui va être capable de mener à bien donc les projets Sigma et lié donc au travail qui est nécessaire à ces projets-là. Donc c'est lui qui va imaginer, qui va analyser, qui va recommander. En fait, quand on regarde d'une façon beaucoup plus approfondie, le certifié Six Sigma est celui qui va réaliser le plus gros du travail dans des projets Six Sigma. Ceinture noire, Black Belt. Ceinture noire Black Belt, c'est quelqu'un qui va diriger les équipes de projet Sigma. Et donc, il a des connaissances très approfondies, notamment dans les statistiques. Donc, c'est lui qui va récupérer toutes les données et qui va créer en fait l'ensemble des directives nécessaires pour que les Green Belt soient capables de mettre en place les projets. Nous allons voir après cela, d'une façon détaillée, la mission de chacun de ces différentes personnes certifiées. Le maître ceinture noire, une sorte de consultant, il est expert en changement de culture. Donc c'est lui qui va venir aider l'entreprise pour pouvoir changer tout ça. Donc c'est un mentor et il va aider aussi bien donc, les ceintures noires que les ceintures vertes pour réussir le projet. Voici donc les 5 étapes du parcours Six Sigma. Donc, White Belt, Yellow Belt, Green Belt, Black Belt et Master Black Belt. Alors, quel est le parcours pour réussir à se faire certifier? La connaissance de ce parcours et la connaissance de ces différentes certifications font partie de la formation White Belt. L'objectif de la formation White Belt, ceinture blanche, est de connaître le jargon et de connaître le parcours et d'avoir une idée globale sur la méthodologie Lean et sur la méthodologie d'MAIC, qu'on va découvrir par la suite. Le parcours Six Sigma va nous permettre tout simplement de comprendre les différentes étapes et de découvrir les certifications. Regardons ensemble quelles sont ces différentes étapes. Alors, première étape est une étape de sensibilisation. C'est celle qu'on est en train de vivre ensemble durant cette formation. Deuxième étape, c'est l'étape qui concerne le manager, qui concerne la certification Yellow Belt. Donc, rappelez-vous que le manager, c'est lui qui va aider les autres, qui va assister les autres à mettre en place la certification. Mais vous voyez également qu'il se rapproche aussi du praticien. La ceinture verte est un praticien. Et enfin, les experts, qui sont la ceinture noire, et le master Black Belt. Donc, nous avons des niveaux qui passent de la sensibilisation à l'expert. Premier niveau de certification s'appelle Lean Awareness ou la sensibilisation Lean. C'est un module qui, normalement, dure 1 heure. Excusez-moi, il y a une petite erreur. C'est 1 heure. C'est ce qu'on est en train de vivre, d'accord? Après, donc, ce module-là, pardon, c'est dure 1 journée. Je parle du Lean Awareness, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Donc, le Lean Awareness, c'est la formation qu'on a vue depuis le début jusqu'à aujourd'hui, jusqu'on a atteint pratiquement le niveau de ce qu'on appelle Lean Manager. Alors, il existe d'autres parties sur le Lean qu'on n'a pas eu l'occasion de voir, parce que ça demande plus de temps. Et puis, la formation que je suis en train de faire maintenant, qu'on vient de démarrer donc à cette heure-ci, c'est celle-là. Ça s'appelle Lean Six Sigma Awareness, LSS-AW, et ça dure 1 heure. Donc, finalement, vous avez les deux formations. Vous avez celle-là, sensibilisation Lean, découverte Lean, et vous avez la formation découverte de Lean Six Sigma. Alors, une fois que vous avez ces deux formations, vous pouvez les faire compléter, ou vous pouvez considérer d'abord que ces deux formations sont considérées comme cette formation-là qui s'appelle Lean Six Sigma Awareness, qui dure 2 jours, plus ou moins 1 heure. Ce n'est pas très important. Mais on peut effectivement enrichir cette formation
en mettant en place des connaissances, ou en acquérant des connaissances relatives aux outils. Ce qu'on n'a pas pu faire, parce que ça demande beaucoup plus de temps. Rappelez-vous que cette formation que nous avons vue ensemble, elle a duré une douzaine d'heures. D'accord? Donc nous avons fait pratiquement une journée ici et nous avons commencé un tout petit peu à parler des outils. Donc nous n'avons pas pu compléter les outils, mais je mettrai sur le site, j'ai déjà mis en place pratiquement 25 outils qu'il va falloir que vous découvrez par vous-même. Donc là, on est tout près de ce qu'on appelle la formation Yellow Belt. Alors une fois que vous avez mis en place cette formation Yellow Belt qui dure elle 2 jours, mais à condition que vous ayez déjà des connaissances de tout ça. Parce que le Yellow Belt se base d'abord sur le White Belt et sur les connaissances Lean. Je suis en train de parler du Lean Six Sigma. Alors, il existe des certifications seulement Yellow Belt Six Sigma, qui ne contient pas le Lean. Dans ce cas-là, vous allez faire ce parcours seulement sans le parcours Lean, sans parler du Lean. Et dans ce cas-là, si vous faites une formation donc Six Sigma White Belt, elle dure seulement une demi-heure. Donc, il explique tout simplement ce que c'est que le DMAIC avec les rôles et c'est fini. Cette formation sera bientôt disponible sur le site. J'ai déjà commencé à travailler dessus cette semaine. D'accord? Donc, je suis en train juste de la mettre dans ce format. Elle sera disponible avec une certification gratuite si vous voulez aussi. Donc, les deux seront gratuites. Alors, après, vous pouvez également faire ce qu'on appelle une formation de 3 jours, Green Belt 1. Alors, celle-là, elle dure 3 jours. Si vous la faites compléter par une formation Lean VSM, donc la cartographie de la chaîne de la valeur dont j'ai parlé tout à l'heure, avec des pratiques bien sûr, je l'ai expliqué tout à l'heure, mais ça nécessite carrément une formation à part. Vous voyez, c'est déjà une journée plus 2 jours plus 2, ça fait 5 jours rien que pour le Lean. Alors si vous mettez les deux, vous êtes capable maintenant d'accéder au niveau Green Belt 2. Donc le Green Belt 1, c'est juste la formation sensibilisation Six Sigma avancée, qui contient tout ça. Si vous ajoutez à ça les outils plus la VSM, vous êtes déjà Lean Six Sigma Green Belt. Et que celle-là, elle dure 5 jours. Bien sûr, c'est une pratique ou une mise en pratique de tous ces outils, plus d'autres outils que vous allez découvrir. Enfin, vous pouvez aussi agrandir vos compétences en passant à la formation Black Belt, qui, elle, dure 10 jours et qui utilise beaucoup d'outils statistiques. Après quelques années d'expérience, et après avoir travaillé sur des projets, vous pouvez donc acquérir aussi le niveau Black Belt, mais à condition que vous ayez déjà fait du Black Belt, pardon, je parle du Black Belt Master, mais à condition que vous ayez déjà fait du Black Belt avec avoir travaillé sur plusieurs projets. Alors la formation Green ne nécessite pas de travailler sur un projet, vous pouvez la faire en ligne, mais par contre la formation Black Belt, vous êtes obligé de travailler sur un vrai projet. Donc vous allez être encadré par généralement un Master Black Belt ou quelqu'un Black Belt qui a déjà un certain nombre d'années d'expérience. Ouais, donc c'est ça le parcours Six Sigma. Si vous voulez donc atteindre des niveaux élevés, donc en certification, vous êtes obligé donc de passer par ces parcours-là. Donc aujourd'hui on est là, on vient de faire ces deux étapes-là. Donc on est en Lean Six Sigma Awareness, on est sur les deux. Et vous pouvez aussi donc parcourir donc, ou la suivre ce parcours sur ce site si vous voulez bien. Sinon, les autres formations sont généralement payantes. Alors, quels sont les prix des formations? Le White Belt, cette formation coûte à peu près 89 $. Parfois, vous pouvez la trouver gratuite. Cette formation-là coûte à peu près 250 $. Celle-là, elle coûte 300 $. Là, vous passez à 1000, 2000, 3000. Le Black Belt, c'est à peu près 3000 $. Et c'est du suite. Oui, donc, mais c'est des formations qui sont très intéressantes. Du fait que vous allez pouvoir acquérir des postes. Alors, où est-ce qu'on peut travailler sur des... Généralement, les multinationales sont très à la recherche de ce type de métier, de Black Belt Certified. Et les postes Black Belt, Master Black Belt, peuvent être des postes à durée indéterminée. Les Green Belt, parfois ça peut être un poste fixe, parfois ça peut être un poste qui n'est pas fixe. Donc voici ce qu'on appelle le parcours de Lean Six Sigma. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant?
Merci. Découvrons maintenant les rôles de Lean Six Sigma, c'est-à-dire en fait les acteurs du Lean Six Sigma. Nous avons une certaine hiérarchie à mettre en place. Alors, vous avez bien compris que le top de l'hiérarchie, c'est les Master Black Belt, suivi par les Black Belt, puis après les Green Belt, les Yellow Belt et les White Belt. Mais ça signifie également qu'en fait, ils travaillent entre eux et que chacun a un rôle bien particulier. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle des Black Belt, des Green Belt et de toutes ces ceintures? L'analogie est tout simplement tirée du karaté. Ceux qui ont déjà fait des arts martiaux, vous savez que vous commencez toujours par être ceinture blanche, après passer jaune, verte, etc. Donc, ces différents niveaux de ceinture expliquent tout simplement les différents niveaux d'expertise qui sont acquises par chacun. Commençons d'abord par les white belts. Les white belts ou les ceintures blanches. Généralement, il a une compréhension globale des concepts du Lean Six Sigma. Il est capable aussi de signaler les problèmes, c'est-à-dire qu'en fait, il est capable de voir les problèmes, notamment tout ce qui est gaspillage, tout ce qui est variation, et il est capable de les signaler aux ceintures jaunes, ceintures vertes et ceintures noires. Donc ça, c'est son rôle aussi. Capable d'utiliser aussi les termes de base du vocabulaire Six Sigma et Lean Six Sigma. Alors, qui sont ces personnes? Où travaillent-elles? Ces personnes-là peuvent être des personnes qui travaillent au sein de l'entreprise. Ça peut être vos équipes que vous avez formées. N'importe quelle personne peut être certifiée Six Sigma Lean White Belt une fois qu'elle a suivi cette formation et qu'elle est capable de voir les problèmes et de les signaler. Donc, c'est des vrais moteurs pour faire remonter les problèmes aux différents autres niveaux des ceintures de certification des ceintures Six Sigma. Ceinture orange. Le certifié ceinture orange a une compréhension de base des concepts de Lean Six Sigma, mais reçoit une formation supplémentaire sur le juste à temps, sur le Six Sigma de la part et le Lean de la part des Green Belt et des Black Belt. Alors généralement, ce sont les Green Belt qui doivent former les ceintures jaunes. Alors, ces personnes-là vont travailler également sur des projets avec les Black Belt et les Green Belt. Alors, souvent, c'est quelqu'un qui va accompagner le Green Belt, qui va l'aider, c'est une sorte d'assistant qui va l'assister sur des projets et la réalisation d'un certain nombre de missions. Le plus gros du volume est effectué par le Green Belt, la ceinture verte. C'est toute personne qui a suivi une formation ceinture verte et qui pratique l'amélioration des processus, soit dans le cadre d'un processus particulier parce qu'il en est responsable, soit parce qu'il est responsable d'un département, soit parce qu'il est expert technique, soit parce qu'en fait il occupe une fonction administrative. C'est-à-dire que même un comptable, un financier, un responsable RH peuvent également être des ceintures certifiées ceinture verte. Et c'est des personnes qui sont capables de pratiquer l'amélioration des processus au fur et à mesure. Alors généralement, il est responsable du lancement et de la gestion d'un projet Sigma dans le cadre de sa fonction principale. Donc, moi, je suis responsable d'un département, je peux suivre, lancer un projet Lean Six Sigma et le suivre. Donc il travaille généralement en étroite collaboration avec les ceintures noires. Donc il est formé par un grand nombre de techniques et de méthodologies d'amélioration que va utiliser ou là que va auquel va leur former en fait le ceinture noire, mais par contre il va faire former à ces méthodes d'une façon moins détaillée. La ceinture noire, lui, il connaît beaucoup plus les processus et les méthodes statistiques, etc. Il y a même des logiciels comme MATLAB par exemple, qui est une nécessité pour les certifiés Black Belt. Les ceintures noires. Alors, généralement, les ceintures noires, ils ont une mission à plein temps, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne travaille que sur le projet. Et d'ailleurs, on va l'évaluer sur les bénéfices qu'il va réaliser sur les différents projets. Donc c'est quelqu'un qui est formé aux méthodologies et méthodes statistiques, et la méthodologie Lean, méthode Six Sigma, etc. Et qui va lui-même former, diriger, soutenir les équipes Lean Six Sigma et les Green Belt. Donc il sera affecté à des Green Belt spécifiques pour les soutenir. C'est-à-dire que l'entreprise peut être très, très importante, peut avoir un grand nombre de départements, va avoir beaucoup de Green Belt qui sont formés un petit peu partout, et puis lui, on va lui affecter 2, 3, 4 personnes qu'il va suivre d'une façon régulière. Donc il va les soutenir dans leurs efforts à améliorer et à réussir les projets Lean Six Sigma. Donc il peut jouer plusieurs rôles. Parfois il est coach, parfois il est menteur, il est formateur, enseignant, il est chef de projet, expert. Et donc en général, c'est quelqu'un qui va soutenir donc les projets Six Sigma. Le Master Black Belt, c'est quelqu'un qui va aussi travailler à plein temps. En fait, c'est un consultant interne
Donc il va avoir donc une équipe de ceinture noire qui va lui rendre compte et il va donc les encadrer, va les diriger de façon à ce qu'eux-mêmes ils soient capables de soutenir les équipes Green Belt. Il travaille avec la direction pour sélectionner les projets. Donc c'est lui qui choisit les projets dans lesquels on va travailler. Et donc il va les aligner sur la stratégie d'entreprise de façon à faire de sorte que ça réussisse. Donc c'est quelqu'un qui est responsable sur l'élimination de tous les obstacles. Donc il va soutenir les équipes Greenbelt de façon à leur enlever les obstacles et à les aider à se développer, à enlever toutes les lacunes qui vont bloquer les projets au niveau organisationnel. Donc c'est quelqu'un qui va jouer plusieurs rôles là aussi, comme formateur, comme chef de projet, et c'est quelqu'un qui travaille d'une façon globale sur l'amélioration des projets et la réussite des projets au sein de l'entreprise. Alors il y a une ceinture aussi dont on n'avait pas parlé, c'est ce qu'on appelle les champions. Alors le champion, c'est un dirigeant qui va diriger l'initiative de mettre en place les projets au sein de l'entreprise. Donc ce n'est pas forcément un spécialiste, il travaille avec le Master Black Belt pour que les projets soient alignés sur la stratégie. Donc c'est quelqu'un qui est beaucoup plus du côté de l'administration et qui suit les projets, on l'appelle un champion. Donc il fournit des ressources pour toutes les équipes, il va parler avec la direction, il va les convaincre, il va les éliminer et il va soutenir et suivre les projets de façon à ce que les projets réussissent. Donc c'est surtout un manager de projet qui n'est pas forcément un spécialiste du Lean et du Six Sigma. Alors toutes les entreprises n'ont pas cette fonction, mais certaines l'adoptent quand elles ont beaucoup de projets et beaucoup de managers Lean Six Sigma. Alors, question relative à ce qu'on vient de voir par rapport au rôle du Lean Six Sigma. Quel rôle permet d'appliquer les concepts du Lean Six Sigma tout en conservant un autre poste à plein temps au sein d'une entreprise? Est-ce que c'est la ceinture blanche, ceinture verte, ceinture noire ou ceinture noire merde? Alors je vois, il y a une personne qui a répondu black. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, j'ai pas eu beaucoup de réponses. C'est la ceinture verte. Parce que rappelez-vous, on a dit que c'est pas quelqu'un qui travaille que sur ça. Ceinture verte, c'est quelqu'un qui va avoir son propre poste, qui est responsable d'un projet, mais en même temps, il va être ceinture verte et qui va travailler aussi sur les concepts du Six Sigma. Il va les appliquer. D'accord? Donc c'est une ceinture verte, c'est green. Merci beaucoup. Voilà. Alors, donc le rôle des Lean Six Sigma, notre objectif c'était tout simplement de faire l'analogie avec la ceinture. C'était d'être capable d'identifier l'expertise impliquée à chaque niveau et de définir les interactions entre les différents niveaux de ceinture. Maintenant, on va revenir sur les gaspillages. Alors, les gaspillages, notre objectif, c'est tout simplement d'être capable de les lister, de les connaître, d'identifier les exemples dans chaque type de gaspillage, de décrire ce qu'il faut faire quand on découvre un gaspillage. Alors, les muda sont appelés gaspillages. Donc, muda, ça signifie gaspillage en japonais. Le gaspillage, il pèse sur le temps, sur les ressources d'une organisation. C'est quelque chose qui consomme les ressources de l'entreprise. Un gaspillage ne crée pas de valeur ajoutée pour le client. Plus une organisation peut réduire ses gaspillages ou ses déchets, meilleur elle est. Alors, Marcel Proust avait dit que le vrai voyage de découverte ne consiste pas à explorer de nouvelles terres, mais surtout à voir avec de nouveaux yeux ou avec de nouvelles perspectives. Donc, c'est ce qu'on avait expliqué la dernière fois, c'est qu'il faut être capable de voir. Et c'est ça la force du Lean, c'est que quand vous apprenez à voir, vous commencez à détecter les gaspillages. Apprendre à voir avec un nouveau regard est quelque chose de très important qui va vous permettre d'améliorer les processus et voir les choses d'une façon nouvelle. Toutes les sociétés qui utilisent le Lean Six Sigma doivent commencer à voir les choses autrement et leur discussion devient complètement différente parce qu'ils commencent à discuter valeur. Donc, il est très important de remettre en question ce qu'on appelle le statu quo, la situation actuelle. Il faut commencer à se poser des questions. Pourquoi est-ce qu'on fait comme ça? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Est-ce qu'il y a d'autres façons de faire les choses différemment? Et donc, l'outil des 5 gaspillages, les 8 muda ou les 5 déchets, nous permet de le faire. Donc, c'est un moyen qui permet tout simplement à aider à identifier les gaspillages au sein du processus ou à l'intérieur du processus. Alors, il y a une façon de classer les processus. En anglais, on parle de defect overproduction, waiting, non-used
utilisant Talent Transportation, Inventory, Motion and Extra Processing. Et il y en a qui l'ont classé de cette façon-là en reprenant les premières lettres de chaque mot et ça devient downtime. Downtime, ça veut dire les temps d'arrêt. Tout ça parce que c'est un gaspillage. Alors, il y en a qui ont mis aussi sous forme de time wood, c'est la même chose si vous voulez. En tout cas, vous pouvez toujours prendre quelque chose ou un moyen mnémonique pour vous en rappeler. Donc ce sont les défauts, les surproductions, les attentes, les talents non utilisés, les transports, les stocks, les mouvements et les processus supplémentaires, selon la méthodologie downtime. Inventory, ça veut dire stock en anglais. Alors extra processing, c'est des processus supplémentaires ou excédentaires. Revenons à notre entreprise, Construction Company. Alors dans cette entreprise, nous avons un chef qui s'appelle Adam, qui va nous expliquer un petit peu quelques exemples de gaspillage. Alors, les exemples de gaspillage au sein d'une société de construction, ça peut être les défauts de construction, ça peut être par exemple produire plus de ciment ou la mélange plus de ciment qu'il en faut, donc souvent ça se perd, ça peut être les attentes de machines, attentes d'hommes, attentes de matière, etc. Ça peut être des opérateurs qui ont un certain nombre de compétences que vous n'utilisez pas, c'est les différents transports internes parce que vous avez des éloignements, là vous avez mal choisi d'aménager vos postes, ça peut être les stocks que vous avez, des matériaux, etc. Les différents mouvements qui peuvent être parfois inutiles et un certain nombre d'opérations ou de traitements supplémentaires. Par exemple, faire des retouches, refaire des choses, etc. Voici quelques exemples. Alors, vous avez des attentes parce qu'on a fait un lancement qui n'est pas bon. Donc on a mal planifié les choses et donc du coup, vous avez des opérateurs qui vont attendre peut-être une demi-journée et vous êtes obligé de les payer. Après, vous allez peut-être les envoyer au chômage technique. Vous avez des machines qui vont attendre parce que peut-être il y a une pièce qui n'est pas dans le magasin. Et donc, l'équipe de maintenance n'a pas été capable d'intervenir parce que la pièce n'est pas là. On peut avoir également des transports. Alors, souvent, à l'intérieur même des projets, vous avez différents transports parce que là où on va stocker la matière peut être un petit peu loin ou éloigné du projet lui-même, du chantier. Vous pouvez avoir également des processus supplémentaires. On va voir ici donc une première opération qui va consister donc à prendre de la matière et à la mettre ici en vrac, et puis après il y aura une pelleteuse qui va venir la ramener jusqu'au camion pour la charger sur le camion. Alors déjà on peut le faire peut-être directement. Donc en tout cas il faut penser à ce que s'il n'y en a pas des opérations qui ont été faites d'une façon supplémentaire. On peut trouver plein d'exemples. Ici c'est juste quelques exemples. Enfin, vous pouvez avoir également des stocks, parce que c'est un projet. Vous pouvez peut-être déjà commencer par stocker tout ce qui est outillage électrique, tout ce qui est fourniture électrique, prise, la faïence, le carrelage, etc. Mais vous n'êtes pas obligé de le ramener immédiatement. Si vous gérez mal votre projet, ça veut dire qu'également vous pouvez peut-être avoir des stocks qui sont supplémentaires. Enfin, à l'intérieur même de l'équipe qui suit le projet, il y a aussi une administration qui est capable de suivre le projet, qui doit suivre le projet. Il peut y avoir à l'intérieur des mouvements, aller chercher des documents qu'on a considérés comme qu'on a archivés peut-être, les archives ne sont pas là, ne sont pas juste à côté. Donc ça fait des mouvements internes, ce ne sont pas des transports, ce sont des mouvements internes par rapport à un poste particulier. Ce qui peut générer également les attentes de d'autres personnes, qui est également un gaspillage. Alors si vous avez compris ce que c'est que les gaspillages, c'est un rappel rapide. Quel est le gaspillage quand les personnes qui font le travail, qui fait que les personnes qui travaillent le travail se déplacent trop? Est-ce que c'est le transport, les surproductions, les mouvements ou les traitements supplémentaires? Tout le monde est d'accord sur le 3. Vous avez raison, il s'agit bien du 3. Bon, il y a quelques petites lacunes sur la traduction parce que je l'ai faite tout à l'heure, juste avant qu'on démarre, pendant la dernière demi-heure, donc il peut y avoir des petites erreurs sur la traduction. Alors, les objectifs d'apprentissage en résumé, c'était que maintenant on sait ce que c'est que les 8 gaspillages, on est capable d'identifier les exemples de chaque gaspillage et on sait ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que vous avez un gaspillage, il faut tout simplement l'éliminer ou le réduire. Les éloignements des postes, les attentes, la mauvaise planification, etc. Nous allons passer maintenant au dernier module. Ce module s'intitule méthode démaïsée. Nous avons en fait deux méthodes, la méthode démaïsée et nous avons une autre méthode qui s'appelle aussi la méthode DMAV, qu'on va redécouvrir tout à l'heure. DMADV. Alors, cette méthode qu'on appelle la méthode démaïsée permet donc de définir, de mesurer, d'analyser, d'améliorer et de contrôler.
Vous remarquerez que les deux dernières étapes qui sont améliorées, improve et contrôler, control, peuvent également être remplacées par design. Donc improve peut être remplacé par design et control peut être remplacé par verify. Contrôler et vérifier. C'est ça qui fait que nous avons en fait deux méthodes. On va voir après pourquoi et quand est-ce qu'on va le faire. Donc c'est une stratégie de qualité qui est basée sur les données utilisées pour améliorer le processus. Donc on va prendre un certain nombre de processus, on va les analyser, on va prendre des données et on va essayer de dire ou de trouver où est-ce qu'il y a des choses à améliorer. Parfois même, on va refaire le design si le système n'est pas bon. Et après, on va contrôler. Donc cette méthode comporte 5 phases qui commencent tout simplement par les acronymes DMAIC et comprend également un certain nombre d'outils qui sont propres à chaque phase. L'objectif de cette formation, ce n'est pas de découvrir les outils. Les outils qui sont propres à chaque phase seront découverts dans les formations suivantes, notamment la formation Yellow Belt, ceinture jaune. Mais cette méthodologie est une méthodologie qui est très importante et la plus consistante dans toute la méthodologie Sigma. Mais en général, en fait, cette méthodologie peut être également utilisée d'une façon autonome. C'est-à-dire, vous pouvez par exemple, si vous avez un projet à part que vous étudiez, utiliser la méthodologie DMAIC. Vous suivez, vous regardez, vous définissez quel est mon projet, quelle est ma problématique, comment je vais mesurer ma problématique ou les éléments que j'ai remarqués, les écarts que j'ai remarqués. Supposons par exemple, j'ai remarqué qu'il y avait des ruptures de stock. Alors, je définis ma problématique sur les ruptures de stock. Comment je vais mesurer les ruptures de stock? Je vais aller voir les données qui concernent la rupture de stock. Taux de rupture, etc. Puis après, j'analyse quel type de produit, sur lequel il y a des ruptures, est-ce que c'est par fournisseur, est-ce que c'est par client, etc. Après, je vais améliorer ou proposer des solutions. Après, je vais contrôler que ce que j'ai mis en place a été efficace ou pas. Sinon, si le système n'est pas bon, peut-être que je vais devoir refaire le design. La méthodologie de la passation des commandes n'est peut-être pas bonne. Les approvisionnements, il y a une procédure qui n'est pas bonne. Je vais reconcevoir la procédure, et je vais faire un nouveau design, et je vais vérifier qu'il est efficace en refaisant encore une fois la méthodologie. Voilà, cette méthodologie peut être efficace, mais c'est une méthodologie qui est propre au système Six Sigma. Mais vous pouvez l'utiliser également sans que vous soyez dans une démarche Six Sigma. Généralement, quand on parle d'une méthodologie DMAIC, cette méthodologie en fait consiste à analyser ce qu'on appelle les causes racines profondes. Souvent, vous trouvez sur la surface les symptômes, vous voyez le problème, mais vous devez aller en profondeur parce que chaque problème peut avoir des causes racines. Bien sûr, là, on peut utiliser des méthodes comme la méthodologie de Ishikawa, les 5 pourquoi, la méthode A3, etc. En tout cas, dans la démarche des DMAIC, vous allez quelque part devoir aller jusqu'aux causes racines profondes. Alors, quand est-ce qu'on utilise la méthode et quand on ne l'utilise pas? Alors, cette méthodologie doit être utilisée principalement quand vous avez un problème et que la cause n'est pas connue. Alors, si la cause est connue et la solution est connue, on n'a pas besoin d'utiliser cette méthodologie. Donc, la méthodologie ne doit être utilisée que seulement si vous ne connaissez pas la cause, parce qu'elle vous aide justement à trouver la cause. Et surtout quand la solution que vous voulez mettre en place est également inconnue, parce que vous ne connaissez pas effectivement la cause profonde, et lorsque également vous avez des enjeux qui sont très importants. Ça peut être surtout des enjeux financiers. Alors souvent, le choix de la méthodologie ou de la problématique sur laquelle on va appliquer le DMAIC va être un choix relatif aux enjeux, qui peuvent être des enjeux vis-à-vis des clients, les retards de livraison par exemple, les pénalités de retard, ça peut être également la qualité des produits. N'oubliez pas que la méthodologie DMAIC permet également de réduire le taux de défaut. Au début, on avait bien dit que 3,4 unités sur 1 million d'unités, c'est un objectif de cette méthodologie. C'est ce qu'on appelle la méthodologie Six Sigma. Donc, dans les modules prochains, sur les white belt, sur les yellow belt et les green belt, on va expliquer pourquoi on l'a appelé méthode Six Sigma. Et lorsque également un problème persiste toujours, il est là, on a essayé de faire plusieurs solutions, ça n'a pas marché. Alors, parce que, encore une fois, on ne connaît pas, on n'est pas encore arrivé à trouver la cause profonde. Alors, revenons à la méthodologie des DMAIC. La DMAIC, ça concerne donc le D comme define, le M comme mesure, A comme analyse, et I comme improve, et C comme contrôle. Donc, d'abord, il faut définir la problématique, le processus, le client sur lequel on va travailler, ou le client de ce processus. On va développer ce qu'on appelle
des éléments de mesure de base qui vont nous permettre de caractériser donc l'état actuel. On va également donc analyser ces processus selon donc les éléments, les données qu'on a pu mesurer, caractériser et mesurer. Donc on va collecter, analyser les données qui vont nous permettre de trouver la cause et déterminer donc la cause à partir de l'analyse. Enfin, on va élaborer ou mettre en œuvre des solutions qui vont nous permettre de supprimer ou de réduire donc ces causes racines de ces problèmes-là. Et puis peut-être aussi confirmer l'amélioration à l'aide de données. Si on peut encore mesurer et voir que ça a été amélioré, ça peut être quelque chose de très très bien. Enfin, on va essayer de maintenir en mettant en place un système et en mettant en place en fait un système de standardisation et de documentation pour être sûr que la méthodologie restera toujours utilisée. Revenons donc à notre méthodologie qui est la feuille de route. Comment faire pour suivre cette méthodologie étape par étape et la réussir. Donc d'abord, on a expliqué qu'il faut commencer toujours par le D. Problème défini, objectif, et ça peut être aussi bien des exigences internes ou externes des clients. Puis après, mesurer la performance du processus en obtenant des données du terrain. Après, analyser les processus en traitant et éliminant les causes profondes. Enfin, à l'avant-dernier point, c'est traiter donc les causes profondes et les éliminer. Et enfin, donc, voir et vérifier, contrôler que le processus a été bien amélioré. Alors maintenant, pour pouvoir mieux comparer entre les deux, nous avons une méthodologie qu'on connaît. Dans l'étape analyse, c'est là où on va décider est-ce qu'on va passer sur DMA-IC ou DMA-DV. Alors, c'est quoi la différence? Quand vous êtes en DMA-IC, quand vous trouvez qu'il n'y a pas de problème qui nécessite une amélioration ou un changement de design. S'il n'y a pas besoin de changer le design, on continue sur l'approche IC et nous sommes en DMA-IC. Si vous êtes obligé de changer le design du processus, le design du produit, le design de la procédure, là vous êtes obligé de passer en DMA-IV. En DMA-DV. Donc c'est ça qui va faire la différence entre ces deux méthodologies et le choix de ces méthodologies. Mais l'état d'esprit des deux méthodologies est le même. Et on est toujours en Lean Six Sigma, que l'on soit en DMA-IC ou que l'on soit en DMA-DV. Question à propos de la méthodologie DMA-IC. La méthodologie DMA-IC est la mieux adaptée pour s'appliquer à laquelle des idées de projet suivantes. Est-ce que ça permet de déployer un système logiciel au management de la relation client? Est-ce que ça permet de réduire le délai entre la date de la commande du client et la livraison effective de la commande? Est-ce que ça permet de développer de nouvelles technologies de compression pour le stockage, par exemple de la musique ou autre? Est-ce que ça permet de concevoir un système d'obtention et de sélection des pistes de vente ou autre? Laquelle est la méthodologie la plus... Alors, il y a quelqu'un qui a dit les 4. Non, il y a une seule solution. C'est effectivement la 2. La plupart l'en veut. C'est exactement ça. C'est aussi simple que ça. Hein. On est vraiment dans un truc qui est très simple. Hein. La méthodologie White Belt, c'est vraiment le B.A.B.A, c'est la base. Donc, il ne faut pas trop se casser la tête. C'est vraiment quelque chose de très très simple. Deuxième question. Après avoir analysé les données et déterminé la cause fondamentale, quelle est l'étape suivante du processus DMA-IC? Contrôle des différentes insertions qu'on va mettre en place, améliorer le flux des processus, augmenter la portée du projet, augmenter les quantités de données. Quel est l'objectif? Je vois que tout le monde répond 2 et vous avez parfaitement raison. Voilà ce que nous avons. Merci pour votre participation. Voilà ce que nous avons nos devoirs. Nous avons donc tout simplement, nous sommes capables de nommer les phases du MAIC, DMA-IC. On sait même ce que c'est qu'aussi le DMA-DV. Et enfin, nous sommes capables d'identifier ou utiliser la DMA-IC sur la démarche. Hein, on connaît les grandes étapes. Reconnaître quand est-ce qu'il ne faut pas utiliser la DMA-IC et renommer les étapes de chacune des phases des DMA-IC. Donc D comme définir, M comme mesurer, A comme analyser, I comme améliorer, improve, améliorer, et C comme contrôler. Nous venons de terminer cette formation. Aujourd'hui, maintenant, vous êtes capable, à la fin de cette formation, de lister donc l'ensemble des concepts de process de base qui sous-entendent des méthodes d'amélioration qui sont les Lean et le Six Sigma, de décrire l'histoire ou l'historique de Lean et Six Sigma, de faire la distinction entre le Lean et le Six Sigma, d'énumérer les avantages de l'utilisation de Lean et du Six Sigma, et de définir les rôles impliqués dans le Lean et le Six Sigma, et enfin de reconnaître les 8 gaspillages des différents